Le Conseil constitutionnel invalide la loi d'interprétation de la loi d'amnistie. Le Conseil juge cette loi portée par le député Amadou Ba contraire à la Constitution. Une décision rendue publique ce mercredi, décision qui tranche en faveur de l'opposition. Mise en accusation des anciens ministres cités dans l'affaire du fonds Covid-19, la procédure parlementaire est enclenchée. La conférence des présidents a examiné ce mercredi la demande formulée par les autorités judiciaires. La procédure pourrait mener vers le vote de la résolution de mise en accusation de ces anciens ministres. Et puis la coordination de la jeunesse patriotique charge le député Thierno Alassane Sall, Ngagne Demba Touré et compagnie accuse le leader de la République des valeurs d'être au cœur de plusieurs scandales. Vous le verrez, ces cadres du Pastef balayent d'un revers de main les accusations que le député a portées contre le régime de Bassirou Diomaye Faye. C'est tout pour les titres, et tout de suite le développement. Bonsoir à tous. Le Conseil constitutionnel rejette. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le Conseil constitutionnel rejette la loi d'interprétation de la loi d'amnistie. Il a déclaré ce mercredi que cette loi d'interprétation votée à l'Assemblée nationale le 2 avril 2025 est contraire à la Constitution. Ce texte controversé avait été introduit par le député Amadou Ba. Momar Sissé nous donne plus de détails sur le contenu. Le Conseil constitutionnel a tranché ce mercredi la loi d'interprétation de la loi d'amnistie votée le 2 avril dernier par l'Assemblée nationale et jugée contraire à la Constitution. Ce texte, très controversé, soutenu par le groupe parlementaire majoritaire PASTEF, avait été introduit par le député Amadou Ba. 23 députés de l'opposition issus de la coalition Takku Wallu Sénégal et du groupe des non-inscrits avaient saisi le Conseil constitutionnel pour contester la loi interprétative de l'amnistie. Le Conseil constitutionnel leur a donné raison. Dans sa décision rendue publique ce 23 avril, la haute juridiction a jugé inconditionnel l'article 1er de la loi numéro 8/2025. Elle estime que l'extension de l'amnistie à des faits qualifiés de crimes imprescriptibles, meurtre, torture, actes de barbarie entre autres, viole les engagements internationaux du Sénégal et le principe non-rétroactivité des lois pénales plus sévère. S'appuyant sur le préambule de la Constitution, la Charte africaine des droits de l'homme et les conventions internationales, le Conseil constitutionnel souligne que les faits graves liés à des atteintes à la dignité humaine ne peuvent être couverts par une loi d'amnistie, même en cas d'exercice des libertés publiques. Il s'agit ici d'un revers juridique majeur pour le gouvernement et d'une victoire politique pour l'opposition qui dénonçait une tentative de blanchiment législatif de certains événements violents survenus avant l'élection présidentielle. La loi visait ainsi à clarifier certaines dispositions de la loi d'amnistie adoptée sous la présidence de Macky Sall. Cette dernière, promulguée en 2024, portait sur les infractions commises dans le cadre des manifestations politiques survenues entre février 2021 et février 2024, une période marquée par des vives tensions, plusieurs arrestations parmi les opposants au pouvoir en place à l'époque. L'application de la loi d'amnistie avait notamment permis la libération de figures de proue de l'opposition, dont l'actuel président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et son premier ministre, Ousmane Sonko. La procédure parlementaire sur la mise en accusation d'anciens ministres cités dans l'affaire du fonds Force Covid-19 est officiellement enclenchée. Le président de l'Assemblée nationale a réuni ce mercredi le bureau de l'Assemblée nationale et la conférence des présidents pour examiner la demande formulée par les autorités judiciaires, nous dit Mamadou Kanté. Il y a de cela quelques jours, lors d'une conférence de presse, des procureurs faisaient état de plusieurs arrestations pour détournement présumé dans l'affaire du fonds de riposte contre la Covid-19. Des arrestations qui font suite au rapport de la Cour des comptes, lequel a cité aussi plusieurs anciens ministres qui bénéficient quant à eux de privilèges de poursuite. Seule une résolution de mise en accusation de l'Assemblée nationale peut autoriser leur comparution devant la commission d'instruction de la Cour d'appel de Dakar. Une semaine après cette sortie, le président de l'Assemblée nationale, Malick Ndiaye, convoque le bureau parlementaire pour leur informer officiellement de la réception de ce courrier. Une réunion du bureau de l'Assemblée, puis une autre de la conférence des présidents. La machine parlementaire est désormais officiellement activée. Après ces étapes,
Il ne restera maintenant que la réunion de la commission des lois et l'étape de la plénière au cours de laquelle les députés devront voter le projet de résolution autorisant la mise en accusation devant la Haute Cour de justice. Toutefois, cet acte d'accusation ne passe que s'il est adopté à la majorité de 3/5 des députés de la 15e législature, excepté les députés membres de la Haute Cour de justice qui ne peuvent ni prendre part au débat ni au vote de la mise en accusation. Si la résolution passe, elle doit être transmise sans délai par le président de l'Assemblée au procureur général. Ce dernier devra à son tour la notifier dans les 24 heures au président de la Haute Cour et au président de la commission d'instruction. Cette dite commission, présidée par le premier président de la Cour d'appel de Dakar, est chargée d'instruire à charge et à décharge. Si les charges sont suffisantes, les mises en cause seront renvoyées devant la Haute Cour de justice pour un jugement. Mais dans le cas contraire, elles peuvent bénéficier de non-lieu, comme ce fut le cas dans l'affaire des sentiers de Thiès, impliquant l'ancien ministre de l'Habitat Idrissa Seck sous Abdoulaye Wade. Ils sont 5 ministres concernés par ce rapport sur la gestion du Covid-19. 2 d'entre eux seront confrontés à une levée de leur immunité parlementaire. Les 3 autres ministres vont être suspendus aux décisions des députés de l'Assemblée nationale qui vont activer prochainement la Haute Cour de justice. Pas Malika. Il y en a dont l'immunité parlementaire pose déjà quelques limites de procédure. Il y en a dont la suite judiciaire dépend par ailleurs de quelques ajustements de procédure. Et la conférence des présidents de l'Assemblée nationale s'est penchée sur la question. Tous sont cités, liés par un trait d'union. Un point commun, être cité dans le rapport définitif d'août 2022 sur la gestion du Covid-19 et ayant fait partie de l'ancien régime des ministres ordonnateurs de crédit. Au cas par cas, en 2020, le ministre du Développement industriel et des petites et moyennes industries, Moustapha Diop, bénéficiant d'un montant de 2,5 milliards de francs CFA pour l'acquisition de 6 millions de masques, a été incriminé pour avoir nommé un gestionnaire de son choix, violant ainsi la loi qui a émis des retraits de crédit de plus de 2 milliards de francs CFA. Moustapha Diop, interrogé, dit qu'il était malade, motif de sa citation. L'autre ministre attendu devant la Haute Cour de justice, c'est le beau-frère de l'ancien président Macky Sall, Mansour Faye. C'était lui qui était ministre du Développement communautaire, de l'équité sociale et du développement du territoire. Dans son cas, la Cour des comptes a décelé un laxisme sur plus d'1 milliard de francs CFA concernant les transports des denrées et autres ressources. La Cour lui reproche aussi cette liste. Une quinzaine d'entreprises sélectionnées triées sur le volet qui ont accusé du retard dans leurs commandes. Parfois, la Cour a constaté que les livraisons n'ont même pas été faites. Une autre, Aïssatou Sophie Gladima, maire de Joal et ministre des Mines et de la Géologie durant 3 ans, elle aussi impliquée dans une affaire d'unité et de traitement gravimétrique. En termes simples, une machine de prospection minière pétrolière pouvant aider le ministère dans ses explorations. Mais les rapporteurs ont conclu que les sommes, près de 120 millions de francs CFA, ont été décaissées et mystère, aucune machine n'a été livrée. Pour la ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des Enfants, Ndeye Saly Diop, sur les 650 millions qu'on lui avait donnés pour près de 3000 bénéficiaires, seul le paiement de 201 millions sont justifiés. Mais pour les 400 millions de francs CFA restants, pas de trace, pas de justification. Sur les 85 recommandations proposées par la Cour des comptes, le ministère de la Justice, incarné à l'époque par Ismaël Madior Fall, a été cité 12 fois pour l'injonction d'ouverture d'une information judiciaire contre les incriminés. Pas de faute de gestion. Une demande de mise en accusation a été envoyée au bureau du président pour traduire ses anciens ministres devant la Haute Cour de justice. Et cette éventualité de mise en accusation de ces ministres a fait réagir Maître Omar Youm, avocat de l'ancien ministre Mansour Faye. Dans un communiqué, il a interpellé le procureur général de la Cour d'appel de Dakar sur ce qu'il qualifie de commandement politique. La synthèse du communiqué avec Moussa Mané. El Malick Ndiaye a convoqué ce mercredi le bureau de l'Assemblée nationale pour l'informer de la saisine du parquet, l'ouverture officielle de la procédure de mise en accusation des anciens ministres Mansour Faye et Moustapha Diop devant la Haute Cour de justice cités dans l'affaire de la gestion des fonds force Covid-19. Oumar Youm, avocat de l'ancien ministre Mansour Faye, a quant à lui adressé une lettre ouverte au procureur général près la Cour d'appel de Dakar. Dans sa missive, il interpelle le procureur sur des questions ayant trait aux procédures judiciaires engagé contre plusieurs anciens ministres du régime précédent.
Oumar Youm salue la démarche de transparence amorcée par le procureur lors de sa conférence de presse, mais exprime cependant de vives préoccupations face à ce qu'il qualifie de zone d'ombre dans les déclarations du parquet. Alors que les polémiques autour de la gestion des fonds liés à la pandémie de Covid-19 continuent d'alimenter l'actualité au Sénégal, l'ancien ministre Mansour Faye est monté au créneau lundi dernier lors d'un point de presse. Il a tenu à apporter des éclaircissements sur les accusations formulées à son encontre dans le rapport de la Cour des comptes. Plusieurs points ont été soulevés par l'avocat Maître Youm, notamment la compétence du parquet à engager des poursuites contre d'anciens membres du gouvernement pour des faits commis dans l'exercice de leurs fonctions qui, selon la loi organique du 22 février 2002, selon lui, relèvent de la Haute Cour de justice. Oumar Youm interpelle directement le magistrat sur un possible agenda politique à travers ce questionnement. Pouvez-vous jurer sur votre serment de magistrat et sur le Coran que vous citez souvent n'avoir reçu aucune instruction politique? Reddition des comptes, Y'en a marre s'invite au débat d'Abdoulaye Wade, à Bassirou Diomaye Faye en passant par Macky Sall. La reddition des comptes a toujours été une stratégie politique pour briser l'adversaire. C'est ce qu'a fait savoir Fadel Barro, que je vous propose de suivre. Je veux vraiment délier cette question de politicienne encore, parce que la reddition des comptes vient à la chaque... On dirait qu'au Sénégal, il n'y a de reddition de comptes que quand il y a alternance. Alors que la reddition des comptes doit être un exercice continu. Sur tout le long. Ça ne peut pas être un mot d'ordre. Si le Sénégal a tous les mécanismes de contrôle pour que de manière permanente il y ait reddition des comptes, pourquoi on utilise à chaque fois la reddition des comptes comme une stratégie politique pour casser ses adversaires? Nous l'avons vu chez Wade, nous l'avons vu chez Macky Sall, aujourd'hui on le voit avec Diomaye et Sonko, et ça qui est triste et dommage. Propos recueillis par Omar Thiam. Je vous l'annonçais en titre, la coordination de la jeunesse patriotique a apporté la réplique à Thierno Alassane Sall. Gandemba Touré et Jean-Michel Sen ont rejeté toutes les déclarations du député sur la gestion du régime de Bassirou Diomaye Faye, notamment sur des questions d'énergie. Les deux directeurs généraux accusent le député d'être au cœur de plusieurs scandales. Nous reviendrons sur le compte-rendu de Matar Bari qui a assisté à leur conférence de presse. Le collectif des organisations de la société civile pour les élections a co-organisé avec le CRADEC le premier déjeuner de la paix, une rencontre marquée par la signature de la charte des acteurs de la société civile pour la consolidation de la paix. À cette occasion, 15 ambassadeurs ont été installés pour la consolidation d'une gouvernance démocratique et inclusive. Compte rendu en Martin. C'est une rencontre d'envergure pour la préservation de la paix et la consolidation d'une gouvernance démocratique et inclusive. Deux enjeux majeurs pour le Sénégal. Aujourd'hui, nous nous renforçons avec d'autres acteurs, avec d'autres personnalités, des médias, de la culture, du monde religieux, pour faire un bloc et travailler à ce qu'on consolide notre vivre ensemble, parce que notre vivre ensemble est aujourd'hui très sérieusement menacé. Soutenue par l'Union européenne et l'ambassade de la Grande-Bretagne, cette première rencontre officielle des ambassadeurs de la paix, rehaussée par la signature de la charte des acteurs de la société civile pour la consolidation de la paix, a pour but de recenser les secteurs sous tension ou susceptibles d'en avoir pour, in fine, y répondre de manière adéquate. Au Sénégal, nous avons besoin de mettre ensemble nos forces, nos compétences, nos énergies pour que nous puissions arriver à une paix définitive, à un rétablissement de la cohésion sociale dans notre pays. Si on regarde un peu les profils qui ont été choisis comme ambassadeur de la paix, on est quand même rassuré que la paix pourra être installé durablement au Sénégal. Et nous qui travaillons sur toute l'Afrique, c'est vraiment un plaisir de voir l'implication de la société civile, la participation citoyenne, l'engagement et la conscience citoyenne. Au-delà de magnifier l'initiative, Mamadou Lamine Dianté annonce une convention entre le Haut Conseil du dialogue social et le collectif des organisations de la société civile, dont l'objectif est de promouvoir une culture de paix et de dialogue au Sénégal.
La semaine des presses universitaires est lancée ce mercredi à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Du 22 au 29 avril, la direction des presses universitaires de Dakar, à travers plusieurs panels, posera la problématique liée à la diffusion et à la distribution du livre au Sénégal, compte rendu Kadir Sissi. Le coup d'envoi de la semaine des presses universitaires de Dakar est donné ce mercredi à la bibliothèque de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il sera question du 22 au 29 avril de promouvoir les publications scientifiques. Nous avons à l'UCAD près de 1500 enseignants-chercheurs qui produisent et qui doivent publier les résultats de leurs travaux de recherche. Et notre mission, c'est de contribuer à faire connaître ces publications. La diffusion et la distribution du livre au Sénégal, tel est le thème de cette édition, soumise à la réflexion d'éminents universitaires, étudiants, mais aussi tout l'écosystème du livre. Maintenant, existe ce qu'on appelle le principe d'impression à la demande. Il y en a qui souhaitent toujours avoir du papier, ils peuvent imprimer ou en tout cas commander des livres papier. Il y a d'autres qui sont beaucoup plus connectés, on va dire, aux nouveautés et qui voudraient avoir des formats, on va dire, électroniques. Et ces personnes aussi doivent être servies à la hauteur de leur envie et de leurs besoins. Dans cette mission de la direction des presses universitaires de Dakar, qui consiste à vulgariser les résultats des différents travaux de recherche, le rectorat de l'UCAD compte jouer pleinement sa partition. Le ranking d'une université se mesure ici en fonction des nombres de publications. Et l'avancement des personnels enseignants et de recherche aussi se mesure en fonction des publications. Donc l'encadrement aussi se mesure en fonction des publications. Donc le rectorat, fidèle à cette politique, s'est évertué à vouloir s'engager vraiment à accompagner. Aujourd'hui, il est possible de consulter et d'exploiter les productions scientifiques de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar à travers une application mise en place par la direction des presses universitaires de Dakar et ses partenaires. Un des bus de la société Manchala Transport a été vandalisé hier par des transporteurs de la gare routière de Ziguinchor. Sept individus ont été interpellés par la police et les dommages sont évalués à près de 100 millions de francs CFA. La PDG de cette compagnie de transport s'offusque de l'acharnement dont ces véhicules font l'objet, n'est-ce pas, Djambabaya? Son téléphone n'arrête pas de sonner et ses proches se succèdent dans sa demeure pour s'enquérir de la situation. La société Manchala Transport, dont elle est la PDG, a encore subi une attaque perpétrée cette fois-ci par des transporteurs à Ziguinchor. Nous avons été victimes d'agressions à Ziguinchor et nos bus ont été caillassés par les gens de la gare routière. Parce que venir casser un bus qui coûte 100 millions parce que tout simplement vous n'êtes pas d'accord avec la façon de faire, c'est tout simplement du banditisme que nous déplorons. D'après Ourey Champrera, l'incident s'est produit devant des éléments de la police nationale qui ont dû intervenir pour limiter les dégâts. Un délit de voie de fait. Sept individus ont été arrêtés. Et ça, c'est une voie de fait que nous avons constatée, ainsi que les autorités policières qui étaient sur place. Donc, ils ont ouvert une enquête et ils ont procédé à des arrestations. Maintenant, nous réservons le droit de porter plainte à notre niveau également. Pour elle, il s'agit d'une tentative d'intimidation pour la contraindre à se plier au règlement obsolète toujours en vigueur dans les gares routières. Aujourd'hui, ce qu'ils nous reprochent, c'est qu'on ne doit pas exploiter en tant que structure de transport moderne, ou bien qu'on devrait le faire selon le modèle de la gare routière, c'est-à-dire faire la queue après les uns après les autres. Nous avons choisi d'avoir une exploitation qui nous oblige à partir à une heure bien précise, à partir à que le bus soit plein ou pas. Donc ce nouveau type d'exploitation est une exploitation moderne au Sénégal, donc qui ne peut pas aujourd'hui s'accommoder de l'ancienne formule d'exploitation. Nous n'avons aucun problème avec les gares routières du Sénégal, mais ce que nous exigeons en contrepartie, c'est qu'on respecte notre particularité. Elle est déterminée à poursuivre son projet. Nous savons que nous sommes dans notre droit et nous allons continuer à exploiter. Nous nous évertuerons à respecter la réglementation où qu'elle soit. Son rêve est de voir ces bus desservir toutes les localités du pays. Toujours dans le sud du pays, le processus de paix peine à être concrétisé. Ndaye Marie Diédhiou, ambassadrice de la paix, sonne l'alerte. Elle prône une large concertation pour une paix définitive en Casamance. Nous l'écoutons. On a vécu ces derniers temps
des événements malheureux. Mais vous comprenez très bien que le processus de paix n'évolue pas en ligne droite. Il y a des hauts et il y a des bas. Et ce qui s'est passé ces derniers temps, avec l'attaque dans le village de Kinyaki, nous mettons ça dans cette dynamique-là. Mais nous gardons l'espoir que tout va rentrer dans l'ordre et que le processus va poursuivre sa route. Et donc, mon attente à moi, en tant qu'actrice de paix, c'est que le dialogue se rétablisse et que cette dynamique d'aller vers la paix définitive en Casamance voit le jour avec l'inclusion de tous les acteurs de paix en Casamance, que ce soit les différentes branches du MFDC, que ce soit les organisations de la société civile qui ont donné du meilleur d'elles-mêmes pour qu'on arrive à cette accalmie que nous connaissons aujourd'hui. Donc je pense à un dialogue, à une table ronde où tous les acteurs seront ensemble pour trouver une solution définitive pour la Casamance. Et pour terminer, faisons un petit tour d'horizon de l'actualité.